Ce matin, nous recevons M. Sylvain Waserman, candidat proposé par le Président de la République pour occuper les fonctions de président du conseil d'administration de l'ADEME, et ce, en application de l'article 13 de la Constitution. Comme vous le savez, cette nomination ne peut intervenir qu'après l'audition de la personne pressentie devant les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Auditions qui doivent être suivies d'un vote. Je rappelle que cette nomination ne pourra intervenir si l'addition des votes négatifs de chaque commission représentait au moins les 3/5 des suffrages exprimés dans les deux commissions. Cette commission est publique, cette commission est ouverte à la presse et retransmise sur le site du Sénat. À l'issue, nous procéderons au vote à bulletin secret. Je rappelle qu'il ne peut y avoir de délégation de vote et que le dépouillement doit être effectué simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat. À cet égard, je tiens à vous préciser que l'Assemblée nationale a déjà procédé à votre audition la semaine passée. Sans attendre, je vais passer la parole à notre rapporteure, Martha de Cidrac, qui va conduire cette audition. Vous pourrez ensuite nous présenter votre candidature et nous faire part de vos motivations avant de répondre aux premières questions de la rapporteure. Puis mes collègues sénateurs vous interrogeront à leur tour pour une séquence de questions-réponses. Je vous remercie et sans plus attendre, je donne la parole à Martha de Cidrac, rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur Waserman, nous allons examiner ce matin les forces et faiblesses de votre candidature avec la rigueur requise par cet exercice, mais sans a priori. Je vous proposerai de répondre à des questions de deux ordres. D'une part, votre vision de la transition écologique et votre rapport au territoire, et d'autre part, la manière dont vous envisagez votre éventuelle présidence de l'ADEME. Commençons par votre vision de la transition écologique et votre rapport au territoire. Il faut le reconnaître, Monsieur Waserman, la transition écologique n'est manifestement pas au cœur de votre parcours professionnel ou politique. On peut certes noter votre passage en tant que directeur général de Gaz de Strasbourg entre 2009 et 2017, mais cela suffira-t-il à construire une vision systémique et transversale des problématiques environnementales ? J'ai eu à nouveau cette impression à la lecture de votre ouvrage, Chronique du perchoir, que vous avez rédigé en 2020 quand vous étiez vice-président de l'Assemblée nationale et sur lequel je me suis appuyée pour préparer cet entretien. Il faut se projeter à la fin de votre ouvrage, pages 290 à 294, pour enfin en savoir un peu plus sur votre vision de la transition écologique. Vous y prenez un développement durable positif, tout en estimant qu'en la matière, de grandes ruptures sont nécessaires. Vous dites, je vous cite, que les jeunes générations ne nous pardonneraient pas notre inaction et qu'il faut savoir trancher, quitte à interdire plutôt qu'à inciter. Dans le même temps, vous estimez, en matière de transition énergétique, que la rupture consisterait à accepter que ces transitions soient territoriales et que cette rupture s'appuie sur un élan citoyen mobilisateur. Ce n'est pas inintéressant, mais cela me laisse un tout petit peu sur ma faim, Monsieur Waserman. Peut-être pourriez-vous nous apporter plus de détails sur votre vision de la transition écologique, en nous précisant par exemple auquel des 4 scénarios de l'ADEME pour atteindre la neutralité carbone en 2050 vous vous référez. Concernant votre rapport au territoire, les choses me semblent un peu plus claires. Votre expérience de maire de Quatzenheim, village du Bas-Rhin, donc de moins de 1000 habitants, si je ne me trompe, nous donne des gages quant à votre capacité à percevoir la réalité de terrain pour les élus locaux. Dans votre ouvrage, vous vous montrez également plus prolixe quant à votre regard sur l'organisation territoriale de nos politiques publiques. Vous y défendez une décentralisation à la française fondée sur la différenciation, en évoquant les travaux législatifs ayant conduit à la création de la Communauté européenne d'Alsace. Vous y décrivez le rôle du maire comme un catalyseur d'engagement citoyen. Au regard de ces éléments, j'imagine que vous portez un regard favorable à certaines évolutions décentralisatrices apportées par la loi 3DS. Le législateur a en effet souhaité mieux associer les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la gouvernance de l'ADEME. Il a également prévu la délégation d'une partie des fonds chaleur et économie circulaire gérés par l'ADEME aux régions volontaires ayant conclu avec l'agence une convention de transition énergétique régionale. Souhaitez-vous renforcer plus encore les relations et collaborations entre l'ADEME et les collectivités territoriales, en particulier avec le duo région-intercommunalité ?
Après vous avoir interrogé sur votre vision de la transition écologique et votre rapport au territoire, j'aimerais à présent que vous nous présentiez la manière dont vous envisagez la présidence de l'opérateur à laquelle vous êtes aujourd'hui candidat. Naturellement, les questions que je vous poserai ce matin seront très proches de celles que j'ai posées à votre prédécesseur, M. Ravignon, il y a quelques mois. Commençons par les moyens de l'ADEME. Je rappelle que le budget de l'ADEME fluctuait lors de la précédente décennie entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Il atteint en 2023 un niveau record de 4,2 milliards d'euros. Je constate toutefois que les moyens humains n'ont pas suivi dans les mêmes proportions. Les effectifs ont certes augmenté en 2023 avec la création de 90 postes supplémentaires. Mais il faut prendre un peu de recul. En 2022, les moyens humains de l'ADEME étaient en réalité inférieurs à ce que l'agence a connu sur une bonne partie de la décennie précédente. On sait par ailleurs que le fonctionnement de l'ADEME se caractérise par un recours significatif à de l'intérim ou des contrats à durée déterminée. Cette situation n'est pas durable alors même que les politiques menées par l'ADEME demandent un suivi au long cours. Monsieur Wasserman, nous vous attendons donc au tournant concernant le schéma d'emploi de l'ADEME, en espérant que vous pourrez nous partager ce matin des éléments rassurants sur ce point-là. Deuxième point d'attention, le positionnement de l'ADEME au sein des institutions œuvrant en matière de transition écologique. Comment comptez-vous articuler vos compétences avec celles d'autres opérateurs de l'État qui interviennent dans des champs proches du vôtre? Je pense évidemment au CEREMA concernant l'adaptation au changement climatique. L'efficacité de l'action publique implique d'éviter les redondances, voire les logiques de concurrence entre opérateurs publics qui doivent tous pousser dans la même direction. Troisième point d'attention, la gouvernance de l'ADEME, profondément impactée par la récente adoption de la loi 3DS. Cette loi attribue en effet au préfet de région la fonction de délégué territorial de l'ADEME. Le préfet de région représentera localement l'établissement et dictera à l'attention du représentant territorial de l'établissement des directives d'action territoriale et participera à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement. Si on peut comprendre la volonté d'un contrôle de l'État sur un établissement dont l'importance croît d'année en année, cette évolution ne doit pas se traduire par une mainmise de Paris sur l'action territoriale de l'ADEME. Monsieur Wasserman, pouvez-vous nous donner des garanties quant à l'autonomie de l'établissement dont vous briguez la présidence vis-à-vis de l'État? Je vous remercie pour votre écoute et vous laisse nous apporter des éléments de réponse à ces premiers questionnements. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Monsieur Wasserman, je vous propose de nous présenter votre candidature et de répondre aux questions de la rapporteure. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. J'aimerais commencer, d'abord vous remercier pour votre temps à évaluer ma candidature. J'aimerais commencer par partager avec vous ce que je crois dans mon parcours est pertinent au regard de la responsabilité à laquelle je postule. Évidemment, mon parcours d'élu local, 10 ans maire de village, c'est effectivement 800 personnes à Quatsenheim, président d'un petit EPCI, la communauté de communes de Lac-Erland, puis vice-président d'un plus grand EPCI après fusion, et élu régional. J'étais pendant 2 ans en charge du SRDE2I. Ce parcours d'élu local me semble indispensable parce que beaucoup des enjeux de l'ADEME sont territoriaux. J'y reviendrai dans un instant en réponse à vos interrogations, Madame la rapporteure. Deuxième point de mon parcours, l'entreprise. L'ADEME a le monde économique comme interlocuteur. Je vous rappelle que les subventions qu'elle donne pour un réseau de chaleur, par exemple, sont à destination des entreprises avec un dialogue sur leur business plan, leur rentabilité, comment la subvention s'intègre dans tout cela. Il faut, à mon sens, avoir une certaine lecture des éléments du monde économique. Troisième point, évidemment mon expérience de parlementaire qui me permet de comprendre un peu plus les rouages de la décision publique et l'importance d'apporter des éléments pour vos décisions, chacun étant à sa juste place, et l'ADEME, comme vous le disiez, de façon indépendante, devant éclairer la décision publique, que ce soit au niveau national et local, j'y reviendrai dans un instant également. Et le dernier point, la direction générale pendant 8 ans d'une entreprise publique locale. C'est une société d'économie mixte de la ville de Strasbourg, qui s'appelle Réseau GDS, Réseau Gaz de Strasbourg. J'aimerais souligner que lorsque je suis arrivé dans cette entreprise, elle faisait du gaz naturel depuis 150 ans. Quand j'en suis parti, 30% du chiffre d'affaires, et aujourd'hui 50%,
étaient sur des thématiques directement liées à la transition énergétique et à l'ADEME, notamment avec des réseaux de chaleur, avec du biométhane. On a été le premier site à injecter du biométhane à partir des stations d'épuration dans les réseaux de gaz, et des contrats de performance énergétique. Donc 30% du chiffre d'affaires, ça a été une véritable évolution de ce modèle. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert sur le terrain combien le rôle de l'ADEME était décisif, parce qu'aucun de ces projets n'aurait abouti sans l'ADEME. Donc j'ai pu, d'un point de vue très concret, en tant qu'opérateur économique, certes, société économique, donc dans le domaine public, mais mesurer le rôle déterminant de l'ADEME. Et j'aimerais aborder la première des convictions. Alors, Madame la rapporteure, merci beaucoup d'avoir lu mon ouvrage. J'en ai écrit 5, en fait. Et je me permettrai de dire que celui-là, qui traite effectivement de ma vision du perchoir, n'aborde pas pleinement des sujets que j'aborde dans 2 autres ouvrages. D'abord, celui qui s'appelle « Le monde d'après commence demain matin », écrit en 2020 à la sortie de la crise du Covid, pour voir comment et quelles sont les décisions que je suggérais à l'époque. Et surtout celui-là, qui est peut-être ma conviction numéro 1 sur le sujet la plus pertinente, c'est un livre blanc dont j'ai écrit chacun des mots en 2016, qui s'appelle « Le modèle territorial de l'énergie, un accélérateur de la transition énergétique » et qui explique ma vision de la transition énergétique territoriale. J'ai la conviction que les cadres que vous votez à Paris, le cadre général que vous votez à Paris est bien sûr déterminant, mais que les projets d'énergie renouvelable, la transition énergétique, elle réussit ou elle échoue, elle naît sur les territoires. Est-ce que les élus et les acteurs économiques arrivent à créer une dynamique? Est-ce que les citoyens ont une acceptabilité des projets qui sont portés? C'est bien les territoires qui vont faire que la transition énergétique réussira ou échouera. Et ça, je l'ai exprimé donc dans ce livre blanc que je crois, qui n'est pas donc une conviction nouvelle, hein, ça date de 2016, mais que j'y crois qui est fondatrice, en tout cas dans la candidature que je porte aujourd'hui. Vous m'interrogez sur le rôle de l'ADEME, sur la vision territoriale et sur les moyens. Je voudrais dire avec beaucoup d'humilité que ceux qui peuvent construire la feuille de route de l'ADEME pour les 5 ans à venir, ce n'est pas quelqu'un comme moi qui a une vision encore extérieure, qui n'est pas encore dialogué avec les partenaires sociaux, dialogué avec de l'intérieur de l'ADEME. Et c'est pour cela que si vous me choisissez, si vous me faites confiance, la première chose que je ferai, c'est un tour des régions pour aller voir 3 types d'acteurs qui me semblent fondamentaux à rencontrer. D'abord, bien sûr, les acteurs du territoire, les élus locaux, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient les représentants des EPCI ou des associations d'élus. Deuxièmement, les préfets, qui ont un rôle déterminant, notamment depuis la loi 3DS. Et troisième point, bien sûr, les équipes de l'ADEME. Pourquoi je prends cet engagement de boucler ce Tour de France avant, disons, fin septembre ou mi-octobre, en fonction des agendas? Je prends cet engagement parce que nous avons, aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'ADEME devra négocier un contrat d'objectifs et de performance avant la fin de l'année. Comment pouvoir, si vous me choisissez en tant que président de l'ADEME, négocier, travailler sur un contrat de performance sans écouter les acteurs, les parties prenantes dans les territoires, que ce soit ces élus qui travaillent au quotidien avec l'ADEME, que ce soit les préfets, que ce soit les équipes. Donc je commencerai par cela, parce que l'actualité fait que je dois le faire dans une période très resserrée, si vous me confiez cette mission, pour pouvoir alimenter les sujets de la feuille de route et donc du contrat d'objectifs et de performance que l'ADEME devra négocier. J'aimerais partager, même si je ne peux pas évidemment aujourd'hui m'engager sur une feuille de route, j'aimerais partager 3 convictions fortes que je pense qu'il faut mettre sur la table dans cette logique du rôle de l'ADEME. La première, je crois qu'il faut beaucoup travailler sur ce que j'appelle personnellement l'efficacité carbone de l'euro investi. Finalement, tout ça, c'est de l'argent public. Et tout ça, ça a une cause, la transition énergétique du territoire. Et je crois que cette traduction dans l'efficacité carbone de l'argent public qu'on investit au travers de l'ADEME est déterminant. Et que ça doit être un étalon de notre action pour mesurer, que ce soit des résultats court terme ou des résultats moyen terme, mais pour mesurer l'efficacité de cette action. Et c'est la moindre des choses qu'on doit aux décideurs publics qui allouent des moyens, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, très importants, que de rendre compte de l'efficacité carbone de ces investissements. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Le deuxième point majeur concerne la dimension territoriale.
Et là, il y a 2 points ou 3 points que j'aimerais souligner. Le premier concerne la coordination des acteurs. Madame la rapporteure, vous m'interrogiez sur le sujet. Effectivement, entre le CEREMA, la NCT, j'ajouterais peut-être la Banque des Territoires, l'ADEME bien sûr, il y a une pluralité d'acteurs qui ont finalement une unicité d'objectifs sur la transition énergétique du territoire. J'ai appelé 2 personnes dans les dernières semaines, qui sont le directeur général délégué de l'ADEME, pour l'interroger parce que j'avais été surpris à l'époque de voir beaucoup de gens dans des réunions sans bien comprendre à l'époque qui faisaient quoi. Et j'ai appelé également le directeur général adjoint du CEREMA par une relation commune pour leur dire, voilà, moi je pense qu'il y a un sujet, est-ce que vous partagez cette vision? Ils m'ont dit oui. Et j'ai découvert par exemple, alors certains dans cette logique-là me parlent de convention, bien sûr, mais j'ai découvert qu'il n'y a pas de réunion structurée et de points entre les patrons de ces activités régionaux, tous les mois, tous les trimestres, j'en sais rien, pour voir les besoins du territoire, notamment en accompagnement d'ingénierie pour les collectivités, faire le point sur ça, faire le point des ressources de tous ces bras armés de la puissance publique, et pouvoir optimiser les solutions qu'ils apportent. Donc je crois que ça commence par le dialogue de ces femmes et de ces hommes qui dirigent ces régions. Et mon engagement, si vous me confiez cette mission, c'est de commencer, et j'espère main dans la main avec les différents acteurs, à missionner chacun des directeurs régionaux pour avoir ces points de coordination. C'est le minimum. Moi, je crois plus d'abord au dialogue de terrain entre les patrons locaux dans chacun des territoires, en prise directe avec leur territoire, pour remonter, optimiser, voir comment optimiser la réponse de l'État. Deuxième point sur l'ingénierie à apporter auprès des collectivités territoriales. Je me suis dit, avant de venir ici, je vais faire une petite recherche Internet sur ce que le maire que j'ai été ou le président de Comcom que j'ai été, quand il est face à, évidemment, l'intention de travailler sur la transition énergétique, quels sont les acteurs clés qu'il doit contacter et les mécanismes qu'il doit maîtriser. Alors, ça tient sur une feuille, je ne vais peut-être pas tout vous lire parce que le temps m'est contraint, mais ça passe de l'Agence locale d'énergie et du climat, les conseillers en énergie partagée, les économes de flux qui sont financés par un programme Acte+, les fonds verts, les dispositifs, les générateurs, le programme territoire engagé transition écologique, les contrats de chaleur renouvelable, les COT, contrats d'objectifs territoriaux, bien sûr les CRT, contrats de réussite des dimensions de la transition écologique, les TACCT. Bref, beaucoup de dispositifs qui sont importants en soi. Et je ne fais pas un jugement de valeur sur ces dispositifs, bien sûr, comprenez-moi bien, mais qu'il faut décrypter. Il y a des élus, j'étais encore ce week-end avec un élu vice-président d'une communauté de communes en Alsace, qui savait que j'étais candidatais pour cette mission, et il me dit, moi tu sais, je dois travailler sur la transition énergétique, on a missionné un bureau d'études déjà pour comprendre, parce qu'en fait, comme je n'ai pas d'ingénierie, quand il y a un dispositif, j'en profite pas, j'en dispose pas, je ne le connais même pas. Et on a cette logique de décryptage qui est essentielle. Donc ce n'est pas un jugement de valeur sur chacun des dispositifs ou chacun des acteurs, c'est le décryptage indispensable. Et là-dessus, l'idée que j'aimerais proposer, je ne sais pas si elle aboutira, si elle est pertinente, mais l'idée que j'aimerais proposer, c'est que dans chacune des communes et des EPCI de France, il y a un correspondant ADEME, un élu, j'entends bien un élu. Il y a déjà 700 postes, je crois, qui sont cofinancés par l'ADEME dans les territoires, mais je dis bien un élu, qui puisse constituer un réseau d'élus, qui accepte d'investir un peu de son temps sur des formations initiales, sur une mise en réseau, sur ce décryptage. Évidemment, ça prend un peu de temps, mais qui accepterait d'être le relais privilégié des réseaux que territorialement, par région, on pourrait animer pour essayer d'apporter cette expertise, ces clés de lecture et ce décryptage aux élus de terrain au sein des conseils municipaux, au sein des conseils communautaires. Donc je pense que c'est important parce qu'il ne faut pas laisser ces sujets de transition écologique uniquement aux métropoles, qui bien sûr ont l'ingénierie et ont des enjeux majeurs sur des réseaux de chaleur, mais il faut arriver à apporter ces clés de lecture au plus près du terrain, à mon sens. Et je vais vous en donner un exemple. Vous avez voté à une très très large majorité, Assemblée et Sénat, quasi unanimité, une proposition de loi déterminante il y a 2 mois. C'est celle qui permet aux collectivités, qui donne un atout de plus aux collectivités, c'est de faire des contrats de performance énergétique. Donc globalement, c'est quoi l'idée générale? Je la schématise, mais globalement, un tiers investisseur va financer la rénovation d'un certain nombre de bâtiments et se rembourser, financer tout ça avec les économies d'énergie que ça générera. Donc plutôt que d'avoir un budget de fonctionnement
en énergie, en dépenses d'énergie, parce que je rappelle le chantier du siècle, 400, je crois que c'est 40 millions de mètres carrés à rénover rapidement à court terme, à rénover ou décarboner pour les collectivités, enfin un enjeu colossal. Cet outil de contrat de performance énergétique, j'en ai vécu un, puisque j'ai piloté le 2e CPE dans la région d'Alsace, sur 900 logements dans le quartier du Virel, lorsque j'ai monté cette activité au sein de Réseau GDS. Ça nécessite une ingénierie précise, ça nécessite des cahiers des charges standards, faits par un tiers de confiance, et même les maîtrises d'ouvrage à l'époque, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, n'étaient pas à même d'accompagner suffisamment les petites collectivités sur la définition et la mise en œuvre de ce genre de projet. L'ADEME, à mon sens, c'est un exemple sur lequel l'ingénierie, l'expertise au service des territoires est indispensable, parce que c'est compliqué, parce que la transition énergétique, parce que lancer un contrat de performance énergétique, faut-il le faire au niveau de la commune, faut-il le faire avec une taille critique un peu plus importante au niveau de l'EPCI, et si on le fait, quelle est la prévisibilité qu'on demande à l'opérateur économique? Qu'est-ce qu'on lui fait porter comme poids sur la gestion du risque? Est-ce que c'est sur les comportements et sur les consommations? Est-ce que c'est sur le prix de l'énergie? Comment on articule tout ça? C'est compliqué, je l'ai vécu en tant cette fois-ci qu'acteur économique à l'époque qu'il mettait en œuvre. Je suis persuadé que c'est un exemple très précis qui reprend une proposition de loi que vous avez votée et qui est absolument majeure à mon sens, mais qu'il faut accompagner sur le territoire, sinon ce sera un problème, parce qu'on n'arrivera pas à utiliser à bon escient cet outil qui est un outil puissant, mais qu'il faut savoir maîtriser. Dans cette logique, j'aimerais arriver peut-être à un troisième point qui me semble important. Il me semble qu'il y a un chaînon manquant sur les territoires entre l'ADEME et les parlementaires. Beaucoup des parlementaires avec qui j'ai échangé ne connaissent pas leur directeur de l'ADEME. Et je pense que c'est la moindre des choses que lorsque vous votez des budgets si conséquents sur la transition énergétique et à l'ADEME, vous puissiez mesurer concrètement sur vos territoires comment ces budgets que vous votez à Paris se traduisent dans la réalité des faits. Et je m'engage, là c'est un engagement clair, si vous me confiez cette mission, à ce que chaque année, les directeurs régionaux rendent compte, en invitant spécifiquement les parlementaires du territoire, rendent compte de la façon dont ces budgets sont utilisés et de leur vision sur l'évolution de l'ingénierie et des besoins d'ingénierie des territoires. Je pense que c'est un point important. J'aimerais peut-être conclure par 2 points extrêmement importants que vous avez mentionnés, Madame la rapporteure. Le premier sur les moyens. Alors, je n'ai évidemment pas encore interagi avec les représentants du personnel. Dans ma vie, j'ai souvent eu, évidemment, en tant que dirigeant d'entreprise, des dialogues importants avec les représentants du personnel, ni avec les parties prenantes des territoires. Et je le disais, le tour des régions est un point essentiel. Mais je sais, et beaucoup m'ont remonté, en fait, spontanément, ce sujet d'adéquation des ressources et des moyens. Donc, je ne peux pas apporter de garantie, bien sûr, parce que ce n'est pas moi qui décide, il y a un plafond d'emploi, mais je voudrais simplement dire, et vous en êtes conscient, mais je voudrais le redire, que ce qui constitue la force de l'ADEME, c'est avant tout l'expertise incroyable des femmes et des hommes qui y travaillent. Vous le reconnaissez, ils sont internationalement reconnus. Le modèle de l'ADEME est un modèle qui est très souvent envié et toujours respecté pour l'expertise qu'il apporte. Et la mission de l'ADEME, je parlais tout à l'heure de la façon d'éclairer la décision publique, ce n'est pas de prendre parti sur l'un ou l'autre point. Chacun doit être à sa juste place. La mission de l'ADEME, telle que je la perçois, elle est double. D'abord, d'éclairer la décision publique, d'être un tiers de confiance qui vous fournira, à vous, à l'exécutif, aux ministres, aux parlementaires, les éléments de décision, les instructions de différents scénarios qui vous permettront de prendre les bonnes décisions. Il y a des sujets aujourd'hui sur le plastique qui créent des débats importants. Faut-il des consignes ou pas? Le rôle de l'ADEME n'est pas de savoir si son président pense A ou B. Le rôle de l'ADEME est d'être le tiers de confiance qui va éclairer la décision publique pour que vous puissiez prendre votre décision avec un jugement éclairé, libre évidemment, vous êtes libre, mais non faussé, en tout cas avec ce que je crois, en tout cas ce que je pense est essentiel, des études les plus objectives, les plus fiables, les plus sûres en provenance de l'ADEME. Deuxième point
sur ma vision. Je sais que j'arrive au terme de mes 10 minutes, Monsieur le Président. Le rôle de déploiement des solutions existantes. Je crois qu'il y a un message d'action et un message d'espoir que je voudrais porter. Énormément de solutions existent. Le rôle de l'ADEME, c'est d'être l'accélérateur qui va généraliser massivement les solutions qui marchent et aider à éclore, à expérimenter les solutions nouvelles. Et je crois que là, on a un rôle opérationnel de l'ADEME qui est d'être ce bras armé de déploiement des solutions qui fonctionnent. Je prends un exemple, j'ai échangé avec beaucoup de responsables de filière sur la géothermie de surface. Il y a certains pays qui sont beaucoup plus avancés que nous. On a probablement un rôle de travail avec la filière. Chez nous, en France, c'est la filière forage qui pose question. Mais en tout cas, lorsqu'une région souhaite déployer massivement ce type de solution, lorsque des EPCI souhaitent y faire appel, à l'ADEME de travailler avec la filière pour pouvoir viser un déploiement rapide et massif. Ce qui compte, c'est l'efficacité carbone de l'euro investi, comme je le disais tout à l'heure, et la vitesse d'exécution, parce qu'évidemment, il y a urgence. Voilà. J'aimerais terminer sur ce message d'action et d'espoir. J'espère avoir répondu, Madame la rapporteure, à la fois à vos sujets, vos interrogations sur les moyens, sur mes convictions, notamment la conviction en matière de transition énergétique et écologique. Sur le rôle des préfets, je crois que c'est vraiment avec les dialogues que je pourrais construire dans les tout premières semaines si vous me confiez cette mission. En tout cas, vous aurez, je crois, compris mon humilité par rapport à ce sujet, qui est un sujet majeur, mais ma très grande détermination pour les exigeantes responsabilités auxquelles je postule. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le candidat. Je vais donc donner la parole à mes collègues. Je donne la parole à Madame Bonnefoy. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Monsieur Waserman. Une tribune du Journal du Monde parue au mois de mai appelait à la nomination urgente d'un président de l'ADEME. Celle-ci détaillait les compétences attendues pour piloter l'agence. Et je cite, « Le président de l'ADEME devra sincèrement être convaincu, formé et informé des enjeux écologiques qui l'attendent. Dans tous les cas, il devra porter une vision et impulser une dynamique forte pour le développement des projets en lien avec les collectivités locales et les entreprises partout sur le territoire et être entièrement consacré à cette tâche. La proposition de votre candidature à la présidence de l'ADEME semble mieux convenir aux besoins de l'agence. Notre exécutif semble avoir entendu et cette tribune et le souhait des parlementaires d'avoir un président entièrement dévolu à la transition. Cette vacance n'a que trop duré au regard des enjeux d'adaptation encore relevés par le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, présenté vendredi dernier, qui nous appelle à doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à prendre à bras-le-corps la question des puits de carbone qui ont malheureusement réduit leur absorption de CO2 de l'ordre de 20% entre 2020 et 2021. Fin 2021, l'ADEME a effectué un important travail prospectif sur l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone en 2050, en présentant plusieurs scénarios. Cette étude soulignait l'impérieuse nécessité d'une planification orchestrée des transformations associant l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Depuis, le gouvernement s'est doté d'un secrétaire général à la planification écologique en charge de l'élaboration des stratégies nationales. Comment voyez-vous la bonne complémentarité entre l'ADEME et la nouvelle instance du CGPE? Par ailleurs, l'ADEME fait figure de référence pour les collectivités, vous l'avez rappelé, en matière de transition écologique. L'agence constitue un partenaire fondamental pour l'ingénierie de la transition et vous l'avez rappelé. Les élus locaux sont aujourd'hui un peu déconcertés, vous l'avez dit aussi, face à toutes ces propositions d'ingénierie. Le gouvernement a créé de la confusion dans des structures qui fonctionnaient bien. Ainsi, quelle est, vous y avez répondu en partie, votre vision de l'articulation entre l'ADEME, la NCT, le CEREMA et l'État, déconcentré, les préfectures départementales et régionales? L'annonce d'un guichet partenarial unique à destination des collectivités et des acteurs économiques est une bonne chose pour les accompagner dans leur expérimentation et dans leurs besoins de financement. Ce guichet pourrait être précisé dans la future loi de programmation énergie-climat. Pourriez-vous nous préciser votre vision sur cette évolution des missions de l'ADEME, même si vous y avez en partie déjà répondu? Récemment, pour ma part, j'ai été nommée au conseil d'administration de l'ADEME et je m'en réjouis. Je souhaite enfin donc vous interroger sur la question de l'emploi public de l'ADEME, même si vous avez là aussi abordé le sujet.
Même si quelques postes ont été créés cette année, on constate que les effectifs sont quasiment constants depuis 2009, alors que les crédits pilotés sont de plus en plus importants. Pour pallier ce manque, l'ADEME recrute des intérimaires qui sont en incapacité de suivre les dossiers sur le long terme, ce qui n'est pas bon pour notre ingénierie d'État et pour le suivi des projets des collectivités territoriales. Avez-vous conscience de cette problématique qui nuit à la fois au travail de nos ingénieurs d'État et aux politiques publiques, et comment comptez-vous résoudre cette question durant votre mandat? Merci pour votre réponse et vos réponses. Merci. Avant de répondre, je vous propose qu'il y a beaucoup de questions. Je vais donner encore la parole à 4 de mes collègues, puis vous répondrez aux 5 questions, et à l'issue, je ferai une deuxième série de questions. J'ai donné la parole à Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Et je crois, comme vous, effectivement, que le développement des énergies renouvelables doit s'appuyer sur les territoires. Le questionnement que je me pose à ce sujet-là, puisque vous avez été maire d'une commune, c'est comment faire, puisque vous le savez, les budgets des communes ne permettent pas toujours de faire ces investissements. Mais moi, je crois très fortement qu'on avancera quand ça viendra effectivement des collectivités. Comment faire? Alors, vous avez évoqué des dispositifs qui permettraient, avec, comment vous l'avez appelé, un correspondant ADEME, qui est peut-être une bonne solution, sur les aides et l'accompagnement. Et pour vous rappeler, mais vous le savez sans doute, que les élus se trouvent un petit peu démunis quand ils veulent engager ce genre de démarche. Et ensuite, une deuxième question. Quel regard portez-vous sur la gestion des déchets, qui est un très vaste sujet, qui est quelque part un petit peu impensé, puisque le flux ne fait qu'augmenter et que cela crée bien évidemment des coûts supplémentaires et pour les citoyens et pour les collectivités et pour l'empreinte carbone également sur le ramassage. Et quelle est votre vision sur la hiérarchie, les 3 R, qui s'appellent d'abord réduction, puis réemploi, puis recyclage? Donc voilà, je voudrais avoir votre point de vue sur ce sujet-là. Merci. Merci, chers collègues. Je donne la parole à Jacques Fernic. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sylvain Wasserman, cher Sylvain. Ces dernières décennies, l'ADEME a déjà bien changé. Depuis les origines, la seule maîtrise de l'énergie dans un contexte de forte expansion de l'offre d'électricité nucléaire, avec l'urgence climatique d'aujourd'hui et la transition écologique à mener qui se sont imposées. Donc l'ADEME a élargi son périmètre, fusionné des agences préexistantes, qualité de l'air, notamment déchets, et fortement augmenté ses capacités budgétaires. Au moment où la massification, la généralisation de cette transition nécessite de passer en quelque sorte de l'époque des collectivités pionnières à celle de la généralisation de l'implication des territoires, sachant qu'on ne peut pas se permettre des zones blanches de cette transition écologique. Comment envisagez-vous les développements futurs de l'ADEME? Est-ce que sa taille est suffisante? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, vous l'avez un peu évoqué, de regrouper des opérateurs publics un peu éparpillés, rapprocher peut-être l'ADEME et le CEREMA, peut-être aller vers un opérateur puissant, unique de la transition écologique, éclairant et accompagnant nos décisions d'action publique? Ne faut-il pas parallèlement mettre au niveau la capacité à agir des territoires? Il y a la dotation climat que prône le Sénat, peut-être l'émergence à venir d'une fonction publique territoriale pour l'ingénierie de la transition. Même si de telles décisions ne relèveraient pas de vous, bien sûr, j'ai quand même envie de connaître votre vision de ces perspectives d'avenir. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Devinaz. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais avoir votre point de vue sur 2 thèmes, la sobriété et l'économie circulaire. Il semble que la production des énergies bas carbone, je précise bien renouvelables et nucléaires, ne pourra pas compenser entièrement celle des énergies fossiles, du moins d'ici 2050. Donc il faudra donc, me semble-t-il, repenser nos modes de consommation. Selon vous, les repenser, ça s'appelle, le terme qu'on a utilisé maintenant, c'est sobriété. Selon vous, la sobriété deviendra-t-elle une composante indispensable pour réussir notre transition énergétique et écologique?
Et si oui, vers quel secteur doit-elle s'orienter en priorité? Et sur l'économie circulaire, qui est une thématique de l'action de l'ADEME, à juste titre, car elle permet de replacer la question de la ressource au centre des enjeux de compétitivité, d'indépendance et d'environnement. Dès lors, quelles sont les filières stratégiques à privilégier et à accompagner, selon vous, pour accélérer le développement de l'économie circulaire dans les années à venir? Merci. Je vais donner la parole à Didier Mandelli. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le candidat, merci pour votre présentation, même si je considère qu'elle était quand même marquée par le prisme de l'énergie, mais c'est lié aussi à l'historique, à l'histoire de l'ADEME et à votre parcours professionnel. Mais c'est vrai que les missions de l'ADEME sont très, très étendues aujourd'hui, qu'elles touchent bien sûr les collectivités, vous avez fait largement référence, mais aussi les entreprises, les associations et les particuliers. Et dans des domaines très, très variés, jusqu'au tourisme, au slow tourisme, etc. etc. Donc, moi, j'ai aucun doute sur votre volonté et votre sincérité quant à la mise en œuvre de ce que vous avez évoqué au sein de l'ADEME, y compris avec les équipes, la relation avec les élus. Et je voudrais simplement rappeler, alors, moi, il se trouve que j'ai été élu maire en 2001. Et que j'avais cette volonté ancrée de travailler sur ces questions de façon transversale. Donc, je n'avais pas d'adjoint à l'environnement. C'était le maire qui, avec son DGS, qui gérait l'essentiel. Et que je me suis appuyé sur un outil qui existait à l'époque, qui s'appelait le plan environnement des collectivités, qui était proposé par l'ADEME. Et je fais partie des 4 communes de France qui ont mis en œuvre ce plan environnement des collectivités avec l'ADEME. Et si j'en parle, ce n'est pas simplement pour me rappeler avec nostalgie ce que j'ai fait, mais c'est surtout parce que quand on parle de la NCT, du CEREMA et d'un certain nombre de structures, je pense que pour les élus locaux, j'étendrai même aux entreprises, qui se demandent comment mettre en œuvre, avec des moyens quelquefois très simples. Il s'agissait d'un référentiel, secteur par secteur, activité par activité, domaine par domaine, de mise en œuvre, la feuille de route d'une démarche qualité qu'on retrouve dans les entreprises. Elle s'appelle ISO, certaines s'appelaient l'agenda 21 d'ailleurs pour les grosses collectivités à l'époque. Et en fait, c'est simplement écrire, faire ce qui est écrit, écrire ce que l'on fait. C'est le principe de base d'une démarche qualité avec des choses très très simples. Et je pense qu'aujourd'hui, les élus locaux qui sont bombardés d'informations diverses, de différentes structures, auraient besoin de cette feuille de route, de ce cahier des charges qui permettrait, et en plus c'est très simple, ça permet de cocher simplement ce qui a été fait et de partager en tout cas avec les équipes, que ce soit d'élus ou des équipes du personnel. Donc voilà, je voulais simplement relater ça. Ça a existé par le passé, c'est un très bon outil qu'il faut sans doute réactualiser et augmenter, mais en tout cas l'ADEME a cette mission, vocation multiple, d'être aussi non pas perçu comme un seul ou un simple distributeur d'aide ou de subventions, mais d'être dans l'accompagnement très en amont auprès de l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit des élus, des entreprises ou des associations. Merci pour toutes ces questions. Je vous propose de répondre à mes collègues, monsieur le candidat. Merci. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vais répondre point par point, si vous le permettez. Madame Bonnefoy, effectivement, aujourd'hui, vous parliez notamment du rôle du SGPE. Aujourd'hui, la différence par rapport à il y a 5 ans, c'est qu'on a des objectifs chiffrés. On sait qu'on produit en France 400 millions de tonnes de carbone et qu'on doit atteindre en 2030 270 millions. Je fais à peu près, c'est un tout petit peu plus que 400. Donc on a un plan de marche, on a 130 millions de tonnes de carbone à supprimer de façon récurrente. Et ça change tout. Parce qu'on peut avoir des approches beaucoup plus rationnelles, et avec le SGPE, notamment de travailler sur, finalement, comment se décomposent ces 400 millions de tonnes, quels sont les gisements de progrès, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut avoir ce que j'appelais tout à l'heure l'efficacité carbone de l'euro investi. Si je mets 1 million d'euros dans tel endroit ou dans tel endroit, combien ça va jouer sur les 130 millions? Et en fait, la réalité, c'est que les acteurs doivent se mobiliser sur cet objectif. Et qu'on a, pour le coup maintenant, une feuille de route claire. On a 130 millions de tonnes à trouver en 7 ans, de façon récurrente. Donc à chaque fois qu'on crée un réseau de chaleur, à chaque fois qu'on va isoler un bâtiment, à chaque fois qu'une collectivité va lancer tel ou tel projet, on doit réussir à voir comment ça contribue à cet objectif. En tout cas, vous le soulignez, c'est un changement majeur. Et je crois que c'est ça qui doit rendre optimiste. Je disais tout à l'heure, action et espoir.
à chaque fois qu'on fait une action, il ne faut pas avoir le sentiment que c'est une goutte d'eau dans un océan qui, de toute façon, nous écrase. Non, on a un objectif chiffré. Après, on peut avoir les débats sur est-ce que la France c'est 1%, etc., etc. Mais la France a un pouvoir d'influence majeur dans le monde et elle ne réussira à l'avoir en matière de transition écologique que si elle-même réussit à faire ce chemin-là sur son 1%. C'est pour ça qu'il est important, ce 1%. Pas de point de vue mathématique, mais dans l'impact qu'il peut avoir. Donc, effectivement, vous avez raison, on a un objectif chiffré, il est géré par la planification écologique. Je crois que c'est une méthode d'approche rigoureuse, d'objectifs à atteindre, et c'est ça qui doit fédérer les acteurs. Sur la partie, les points que vous évoquiez, je pense y avoir répondu, effectivement, sur la coordination des acteurs, notamment. Madame Préville, sur le budget et comment faire, vous m'interrogiez également sur la gestion des déchets et les flux. Alors, quelle est mon expérience dans le domaine ? Il est d'abord en tant que président de PCI, puisque alors en Alsace, on était dans notre communauté de... Excuse-moi, c'est une expérience très personnelle. Enfin, on a mis en place la levée pesée. On a vu quand même 30% de réduction des déchets, communauté de communes de Lakerland-Korersberg, j'en étais le vice-président. Je n'étais pas en charge de cela, c'était partagé dans notre Comcom par l'équipe, par le président et les vice-présidents. Mais en tout cas, ce côté extrêmement concret de la réduction des déchets, je l'ai vécu simplement d'un point de vue opérationnel, mais j'ai mesuré aussi les questions qu'on avait avec les citoyens, les débats sur pourquoi ça nous coûte plus cher, est-ce que ça va nous coûter moins cher, sur est-ce que les sacs poubelles vont se retrouver finalement sur les trottoirs dans la rue à la place d'être dans les poubelles. Bref, j'ai vécu ça. Alors en Alsace, on me dit toujours oui, mais c'est l'Alsace, donc vous arrivez à faire ça, moi je ne pourrais pas dans mon territoire. Moi je pense que beaucoup d'élus pilotent ces démarches-là. En tout cas, j'ai pu mesurer combien elles étaient efficaces. Évidemment, l'accompagnement de l'ADEME sur ces sujets est important. Je voudrais souligner, on parlait d'énergie et on parlait de gestion des déchets. J'ai visité assez récemment un UVE, une unité de valorisation énergétique, qui, à partir des déchets qu'il brûle, chauffe, donc produit de la chaleur et de l'électricité. 90% de chaleur et 10% d'électricité. Je vais vous partager une pensée, une question que j'ai posée, et une pensée où là, je pense, l'ADEME a un rôle à jouer. Les 10% d'électricité sont produits, alors c'est un contrat avec la collectivité, à un moment où ça tombe le mieux. On sait depuis cet hiver, tous les Français savent depuis cet hiver, que bien sûr la quantité d'énergie qu'on consomme est importante, mais le moment où on la consomme est tout aussi important. Parce que votre machine à laver que vous mettez à tourner à 23h le soir, si on est même en août, qu'une centrale est fermée, qu'il n'y a pas de vent, que les éoliennes ne tournent pas, etc., on peut se retrouver, et c'était le cas en 2022, dans des pics d'électricité. Et le pic d'électricité, c'est quoi ? C'est pas seulement de l'électricité chère, c'est aussi que votre machine à laver, elle tourne au charbon allemand ou au fioul lourd nord-italien. Parce qu'on est dans un pic et que la gestion du pic fait que pendant ces pics, on importe de l'électricité très carbonée. Donc on a intérêt à réduire ces pics. Eh bien, je pense que les UVE, on doit travailler, et là c'est un rôle d'optimisateur sur lequel l'ADEME pourrait avoir en dialogue avec chacun des industriels et chacune des collectivités qui gèrent ces DSP, pour que l'énergie soit produite, et ces 10% d'électricité, soit produite au bon moment, et que quand il y a un pic, c'est d'abord le devoir citoyen de l'acteur économique, et les élus évidemment en seront d'accord, pour que ces 10% soient produits au bon moment. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans beaucoup d'UVE de France. Donc ça, c'est des sujets d'optimisation qui peuvent paraître minuscules au regard des grands enjeux, mais en fait, ils ne le sont pas du tout. Parce que contribuer à l'effacement d'un pic d'électricité, c'est contribuer de façon très efficace à la diminution des productions de l'impact carbone climatique. Je prenais cet exemple parce qu'il me semble montrer les interactions entre les différents sujets que peut traiter l'ADEME. Sur le sujet, Monsieur Fernic, du rapprochement de l'organisation. Alors, moi, je ne suis pas un grand centralisateur, donc les modèles uniques, je ne sais pas. Et de toute façon, c'est vous qui déciderez. Je le fais court, c'est vous qui décidez. Et franchement, comme je ne suis pas dans l'organisation aujourd'hui, je ne sais pas quel est le meilleur modèle, je ne sais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il est inexcusable que la puissance publique ne s'organise pas territoire par territoire pour être optimisée. Il n'y a pas besoin de convention parisienne pour ça. Il n'y a pas besoin de grandes lois. Il y a d'abord besoin d'un dialogue opérationnel concret
pour savoir, voilà les moyens que j'ai sur le territoire, et je peux me battre pour en avoir plus, etc. Mais voilà les moyens que j'ai, voilà les expertises que j'ai. Le CEREMA est très fort dans certains domaines, l'ADEME très fort dans d'autres domaines, certains domaines se recoupent. Comment on organise localement ? Ça, c'est quand même l'intelligence des femmes et des hommes sur les territoires qui vont permettre, en dialogue avec les élus, de progresser sur le sujet. Donc, je n'ai pas encore d'avis tranché sur est-ce qu'il faut tout fusionner ou pas. Je ne sais pas si on me demandera mon avis. En tout cas, il sera beaucoup plus éclairé quand j'aurai parlé avec les parties prenantes et avec l'ensemble des partenaires. Moi, je voudrais, de façon très, très court terme, optimiser ces moyens en local. Et là, je pense que rien ne s'y oppose. Et le fait que le préfet ait une responsabilité de coordination de ces moyens publics, des bras armés de la puissance publique, fait que je suis optimiste sur le fait que par ce dialogue avec les 13 préfets de région que j'irai voir, avec, bien sûr, s'ils m'ouvrent leurs portes, avec ce dialogue avec les élus et leurs besoins en termes d'ingénierie et d'accompagnement, avec bien sûr le dialogue avec les équipes opérationnelles, je suis sûr qu'il y a un chemin d'amélioration rapide, efficace, sur lequel on peut se reposer, je crois, d'abord sur ce niveau de dialogue au niveau le plus territorial. Monsieur De Vinaz, évidemment, vous posez la question extrêmement importante de la sobriété, de l'économie circulaire et de quel secteur et quelle composante est la plus urgente à aborder. Il y a dans le domaine de la sobriété des sujets qui concernent les entreprises. Je vous ai dit avoir vécu la transformation d'un modèle économique avec ces femmes et ces hommes qui travaillaient depuis 150 ans dans le gaz naturel et qui ont complètement réinventé le business model de cette entreprise. Je mesure, pour avoir été chef d'entreprise, que ce n'est pas en claquant des doigts et avec une injonction extérieure qu'on change ces modèles-là. Ça prend du temps, ça nécessite beaucoup de volontarisme des équipes dirigeantes, ça nécessite aussi, alors il y a une prise de conscience massive des acteurs économiques du rôle qu'ils ont à jouer, mais prenons un exemple très simple, la production de l'hydrogène. Vous savez que l'industrie consomme beaucoup d'hydrogène. Aujourd'hui, il est massivement produit avec du CH4, du méthane. On prend du CH4, on met de l'O2, tout ça donne du CO2, donc du carbone, et du H2, de l'hydrogène. C'est l'ingénieur qui reprend ses cours de chimie. Il faut absolument qu'on arrive à agir sur ce levier d'action. Il y a des projets européens en la matière, notamment, vous avez vu ces projets d'infrastructure européenne pour produire de l'hydrogène bleu et réussir à l'acheminer à l'endroit des consommateurs industriels. Et je crois, j'ai été interrogé à l'Assemblée sur le sujet, ma conviction personnelle, c'est que chacun doit faire un tour d'horizon à 360 degrés sur ses comportements propres, qu'ils soient acteurs économiques, qu'ils soient acteurs personnels. Et là, bien sûr, c'est vous qui décidez ce qui sera autorisé, ce qui sera interdit. Vous le mentionniez dans mon ouvrage, certains sujets relèvent de l'interdiction. Et le législateur interdit, se projette dans le diesel en 2035, dans des sujets sur lesquels il y a de l'interdiction. En tout cas, aujourd'hui, je crois que la conscience est telle, la prise de conscience est telle, que c'est déjà à chacun de faire ce travail-là. Et c'est vous, avec, j'espère, des études de l'ADEME qui vous permettront de prendre vos décisions, qui pourront placer le juste curseur entre ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas, et entre, j'ai envie de dire, cette dynamique que de toute façon on doit construire. Chacun, je crois, est conscient des enjeux. L'ADEME doit être l'accélérateur de traduire la conscience des enjeux du climat dans la réalité concrète de ce qu'on peut faire au niveau des collectivités, au niveau des entreprises notamment. Je disais à l'Assemblée que ce n'est pas moi qui vais donner des leçons de morale à A ou B sur ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Ce n'est pas mon rôle. Et c'est vous qui trancherez, qui mettrez le curseur sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Monsieur Mandelli, vous soulignez à juste titre le sujet du plan environnemental des collectivités, de cette feuille de route. Alors j'ai été bercé dans les modèles qualité d'entreprise. Je vois très bien ce que vous voulez dire et la façon dont la méthode peut servir l'objectif. Et je crois que c'est typiquement dans le réseau de correspondants ADEME des élus. Vous savez, moi, j'étais maire de Kotzenheim, j'avais une administration de une personne, voire une ou une et demie personne. Ce n'est pas à elle que j'allais demander, à ma secrétaire de mairie, d'écrire le plan d'action Voilà, donc un élu, parce que c'était une personne formidable, mais évidemment, elle n'avait pas la marge de temps pour le faire. Et je crois qu'un élu
Et il y a une richesse dans les conseils municipaux, enfin vous le savez tous, dans les conseils municipaux, vous avez des cadres, vous avez des personnes associatives, vous avez une richesse, et je suis sûr, en tout cas ça aurait été mon cas si j'avais été maire, que si on me demandait de désigner une personne qui accepterait d'investir un peu de son temps, un élu, un peu de son temps sur ce sujet-là, pour avoir une approche rationnelle, pour comprendre les méthodologies, comprendre les outils, décrypter les possibilités, eh bien je suis sûr que c'est un pas important vers cet accompagnement des collectivités. En tout cas, je crois que c'est une idée que j'aimerais mettre sur la table, tester lors de mon tour des régions, si vous me confiez cette responsabilité, si vous me choisissez. Et je crois que c'est une étape concrète pour essayer de progresser dans cette approche-là. Voilà, j'ai essayé, Monsieur le Président, de répondre aux questions Merci. le mieux possible. Merci. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Waserman, vous avez été maire et président de PCI, donc vous connaissez bien le terrain. Vous le savez, la mise en œuvre des projets dans le cadre de la transition énergétique requiert beaucoup de temps et d'énergie pour les collectivités et les élus, et aussi des budgets conséquents quand on voit, vous l'avez évoqué, le coût des études de faisabilité, le coût des interventions des bureaux d'études, et puis après le coût de mise en œuvre des projets. Donc moi, comme un certain nombre de collègues, je voulais vous interroger sur comment vous envisagez l'action de l'ADEME pour accompagner encore davantage ces collectivités d'un point de vue informatif et financier, afin qu'elles puissent être, comme elles le souhaitent, encore plus pleinement engagées dans la transition énergétique. Et peut-être pour préciser encore davantage par rapport à vos propos, c'est quelles mesures très concrètes de simplification des procédures, à la fois pour les études et pour le financement, face à la complexité croissante, et même quand on parle de digitalisation, ça va parfois de pair avec une complexification pour remplir les dossiers. Donc c'est vraiment ce qui revient du terrain, cette complexité. Et donc, quel plan pour moins de bureaucratie au sein de l'agence de l'ADEME, qui va être un bras armé important pour la transition énergétique? Ça, c'était la première question. La deuxième, la France a fait l'objet de diverses condamnations, notamment de la Commission européenne par rapport au non-respect de normes sanitaires sur la qualité de l'air, notamment concernant le dioxyde d'azote et aussi le non-respect relatif sur les particules fines. Qu'est-ce que vous envisagez, si vous êtes demain à la tête de l'ADEME, pour que la France soit conforme aux normes européennes et que nos concitoyens respirent un air de qualité? Et enfin, pour terminer, vous avez parlé de développement durable positif. Et donc derrière ça, qu'est-ce que vous mettez comme vision de la France décarbonée en 2050? Parce que vous le savez, les Français, ils ont besoin d'avoir un cap avec une vision concrète de cette société en 2050 pour accepter les contraintes et aussi les nombreux défis de cette transition nécessaire, et pour aussi donner de l'espoir, comme vous l'avez indiqué. Donc c'est quoi la France décarbonée 2050 pour vous? Merci. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Frédéric Marchand. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Waserman, dans votre intervention, vous avez indiqué que l'ADEME devait être l'accélérateur de la transition écologique, ce à quoi, bien évidemment, nous ne pouvons que souscrire. Et effectivement, cette accélération repose à la fois sur la capacité opérationnelle et d'analyse stratégique de l'ADEME, reconnue par toutes et tous sur les territoires, et notamment la semaine dernière au premier carrefour national des projets alimentaires territoriaux, où 300 acteurs étaient présents et ont pu mesurer toute la pertinence du travail porté aujourd'hui par l'ADEME. Et au regard de ce sujet de reterritorialisation de nos systèmes alimentaires, qui s'inscrit dans le cadre de notre nécessaire transition écologique, plus de 400 PAT aujourd'hui, quels sont pour vous les moyens complémentaires, supplémentaires, pour faire en sorte que l'ADEME, vous parliez d'ingénierie, de défaut parfois d'ingénierie pour des petites structures, pour que l'ADEME soit le véritable bras armé de ces beaux dispositifs? Merci. Je vais donner la parole à Jean-Michel Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Waserman, vous avez indiqué que vous souhaitez que l'ADEME soit le tiers de confiance qui va éclairer la décision publique. Il s'avère que le 22 mai dernier, donc la Première ministre a affirmé que le gouvernement allait interdire dès 2026 donc l'installation de chaudières à gaz dans l'existant. Donc vous savez qu'en ce moment il y a 12 millions
de foyers qui se chauffent au gaz, dont 5 millions en maisons individuelles, et qu'il y a également 3,5 millions logements collectifs avec des chauffages individuels. Donc tout cela va générer à terme le remplacement de 12 millions de chaudières par des pompes à chaleur au fur et à mesure de leur remplacement. Vous avez été donc directeur général du réseau Gaz de Strasbourg. On a été, nous, élus, alertés notamment par GRDF, qui se pose la question de la dynamique entre guillemets du gaz vert qui risque d'être atteinte par cette décision. Donc je voulais savoir comment vous abordez le sujet et comment apporter, je dirais, l'expertise qui est nécessaire pour éclairer justement cette décision publique. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Olivier Jacquin. Merci, Président. Monsieur Wasserman, je vous découvre. Vous parlez bien aux parlementaires, mais je ne sens pas chez vous le futur président qui serait indépendant et qui porterait haut et fort l'ADEME, quels que soient les vents contraires, notamment gouvernementaux. Et mes questions porteront sur votre capacité à cette indépendance et à défendre l'ADEME, une ADEME que je connais bien et que j'apprécie, particulièrement ces agents qui sont bien souvent des militants de la transition écologique. Alors je vous pose 2 questions. La première, comment outiller la brique intercommunale en argent, en moyens et en ingénierie pour faire face à la transition écologique? Et la deuxième question, alors que notre gouvernement n'est vraiment pas proactif sur ces questions de transition écologique, on le voit encore avec le rapport du Haut Conseil pour le climat ou encore le report des décisions importantes sur le financement de la transition écologique aujourd'hui même. Comment verriez-vous financer la transition écologique dans notre pays? C'est une question volontairement de politique générale. Faut-il, comme le proclame Pisani-Ferry, un impôt sur les grands patrimoines? Faut-il une nouvelle taxation des autoroutes? Faut-il taxer le kérosène? Faut-il un véritable malus au poids sur les véhicules les plus lourds? Voilà, je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Louis-Jean de Nicolaï. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup pour votre intervention et merci d'avoir pensé aux parlementaires dans les réunions avec les directeurs régionaux. C'est une bonne idée avant un vote, mais j'espère qu'il sera suivi d'effets, puisque c'est vrai que moi je suis élu depuis 2014 au Sénat et je n'ai jamais rencontré le directeur régional de l'ADEME. Moi je voulais juste poser une petite question, mais mes collègues l'ont posée, vous y avez aussi partiellement répondu. Au niveau des intercommunalités, il y a beaucoup de contrats, mais il n'y a pas de contrat de sobriété. Comment réfléchir avec les intercommunalités, comment sur un laps de temps qui pourrait être soit le mandat, soit un demi-mandat, comment améliorer, comment faire en sorte qu'il y ait des contrats de sobriété sur l'énergie? Parce qu'au fond, chacun se dit, c'est pas moi, c'est le voisin qui doit faire des efforts. Moi, j'en fais quelques-uns, mais les autres n'en font pas, donc c'est pas la peine que je me fatigue. Et donc, je crois qu'il y a un vrai travail là-dessus de pédagogie, et avec ce que disait notre collègue Jacquin, avec des outils simples, pour que ça soit compréhensible et facile à adopter par les personnes concernées. Merci. Et enfin, je vais donner la parole à Madame Varayas avant de donner la parole au candidat. Merci, Président. L'ADEME est incontestablement un opérateur public majeur en matière d'accompagnement des collectivités sur cet enjeu qu'est la transition énergétique. Donc moi, bien évidemment, ça va être un peu redondant avec ce qu'ont dit déjà mes collègues, mais je confirme et je mesure la nécessité sur le terrain que les élus puissent y voir plus clair entre les missions de l'ADEME, du CEREMA, de l'ANA, de l'ANCT, lorsqu'il s'agit de l'isolation privée, de l'isolation des bâtiments publics. Voilà, je pense qu'on se perd un petit peu dans le magma de tous ces opérateurs et c'est ce qui revient beaucoup sur le terrain. Alors en Dordogne, nous avons l'ambition de développer un ensemble de projets d'énergie renouvelable thermique issus essentiellement de la filière bois.
Et 2 chaudières ont pu récemment être installées dans une petite commune grâce à l'engagement et à la convention qu'a passé le département avec l'ADEME, avec l'État et en partenariat avec le syndicat départemental d'électrification. Ça a été pour nous une opération importante qui va se développer sur d'autres communes que nous avons pu financer à 80% avec l'aide de la DETR, y compris in fine. Donc, c'est important de dire ça parce que l'ADEME est perçue beaucoup comme éloignée des préoccupations des plus petites communes. Et à cet égard, j'aimerais avoir votre point de vue. Moi, je reviendrai aussi sur ce qu'a dit ma collègue face à la croissance exponentielle des missions de l'ADEME. Ne pensez-vous pas que plutôt, mais je crois que vous le pensez, plutôt qu'un recours important à la contractualisation qui s'amplifie, ne faudrait-il pas privilégier des recrutements pérennes au sein des services de l'ADEME et renforcer ses effectifs? Alors après, j'ai envie de dire que, je ne le dis pas souvent, parce qu'on a eu beaucoup d'auditions ici qui nous ont convaincus ou pas, mais votre parcours, votre engagement politique votre engagement d'aller au plus près des élus locaux, l'ensemble de la dynamique que vous exprimez, ben, je vous le dis, me donne envie de vous faire confiance. Voilà. Bien, ben voilà une conclusion. Ça arrive. On n'a encore pas voté, mais voilà déjà une conclusion. Monsieur, si j'ai bien compris toutes les questions qui vous sont posées, il va falloir que vous soyez en plus un éclaireur auprès des élus et puis de nos concitoyens. Merci de vos réponses. Je vous suis reconnaissant pour ces nombreuses questions parce que vous abordez des points qui me donnent l'occasion, en tout cas, de partager mon regard sur le sujet. Monsieur le sénateur Chevrollier, vous évoquiez l'accompagnement des collectivités, la complexification. Bon, personnellement, je pense que rien ne remplacera de réfléchir à tout ça vu du point de vue du maire. Alors évidemment, dans les réseaux qu'on peut constituer de correspondants ADEME, il faut probablement segmenter. Et ça, c'est le travail qu'on peut faire avec les associations. L'association des maires ruraux de France, si elle adhère à cette logique-là d'un point de vue départemental, elle nous aidera à constituer ce réseau des maires de petites communes. Mais je crois que rien ne remplacera d'essayer de se dire, pour l'ensemble des acteurs qui interviennent, de se placer dans la position du maire, de voir que finalement, la feuille que je montrais tout à l'heure, c'est pas compréhensible et qu'il faut pouvoir décrypter, même si c'est, encore une fois, ces choses sont des choses de valeur. Qu'un maire tout seul, avec ça, et je l'ai vécu 1000 fois, ben, il n'a pas la capacité de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, le calorifugage, vous êtes maire d'une commune, vous pouvez avoir des calorifugages quasiment gratuits de vos tuyaux et de vos conduites, sauf qu'il faut le savoir. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a un mécanisme avec les certificats d'énergie qui permet de s'appuyer sur des pollueurs qui sont obligés d'investir, etc. Sauf qu'il faut le savoir, il faut y avoir accès, il faut pouvoir l'organiser. Donc je crois que c'est se placer du point de vue du maire et de se dire, même si on ne maîtrise pas tout, qu'est-ce qu'on doit maîtriser du niveau d'un maire rural, du niveau d'un petit EPCI, et je crois que c'est ça qui va être déterminant. Et quand on parlait des outils numériques tout à l'heure, c'est comment on essaye d'avoir cette espèce, on parlait de guichet unique aussi tout à l'heure, cette espèce de vue à 360, en prenant le regard du maire, et le faire avec eux d'ailleurs, mais pouvoir dire, voilà, moi de toute façon je suis maire de petite commune. Toute la planète ne repose pas sur mes épaules, mais il y a des choses concrètes que je peux faire. Et oui, le calorifugage de mes tuyaux qui gâchent de l'énergie dans le gymnase, eh ben, je peux avoir une solution pour les calorifugés. Oui, l'occupation de mes panneaux, de mes toitures ou de tels, je peux disposer. Voilà, c'est une clé de lecture qui ne soit pas celle du dispositif, mais qui soit celle de l'élu local. Moi, je crois beaucoup en ça. Et puis finalement, chaque territoire a ses spécificités. Ce n'est pas à l'opérateur de le dire à la place de l'élu, bien sûr. C'est l'élu qui maîtrise ça. Et c'est lui qui est à même de faire le chemin entre des dispositifs qu'on lui aura décryptés et ceux qui seront pertinents à mettre en œuvre sur son territoire. Donc c'est le point important que je voulais signaler. Sur la qualité de l'air, vous parlez à quelqu'un qui a vécu ces sujets à Strasbourg, parce que ça a été l'une des villes sur lesquelles les problématiques de qualité de l'air étaient les plus prégnantes. Alors je n'étais pas du tout acteur sur le sujet, hein. C'est bien sûr la collectivité, les grands plans, mais je crois que là, en l'occurrence, si on avait plus écouté les injonctions de la Commission plus tôt,
on aurait peut-être évité d'en arriver à une situation où c'était des amendes journalières qui étaient en jeu. Alors, c'est des sujets complexes, j'en suis conscient. J'avais écrit, lorsque j'étais étudiant, c'est étudiant à l'ENA, un mémoire sur la qualité de l'air et sur l'impact sur la santé publique, pour essayer de démontrer, dans le Bas-Rhin, il y a un sujet sur les durées de vie et sur l'impact de l'environnement sur la durée de vie. C'est multifactoriel, c'est compliqué, mais j'avais vu le sujet de l'air intérieur et de l'air extérieur. Hein. J'insiste sur l'air intérieur, parce qu'on a toujours tendance à penser que le problème n'est qu'extérieur, mais on a beaucoup progressé, notamment sur les formaldéhydes et tous ces sujets-là. Donc je n'ai pas d'expertise majeure sur le sujet, juste une expertise d'études et une expertise pratique. Sur la vision 2050, quelle est la vision concrète du monde de demain en 2050 et du monde dans une logique de développement durable? Je crois que là, on est vraiment sur en tout cas, la parole que je propose porter, si vous me faites confiance, c'est cette parole d'action et d'espoir, parce que les solutions existent. Encore faut-il, de façon efficace, méthodique, comme on disait tout à l'heure, pouvoir les mettre en œuvre et expérimenter les nouvelles solutions qui existent. Monsieur le sénateur Marchand, vous parliez de la logique opérationnelle, notamment et des PAT. Alors, ce que j'aimerais dire, quel serait le rôle de l'ADEME sur les PAT? Alors, là où ça marche très bien, les PAT. Donc, c'est vraiment un outil important. Moi, je crois qu'il y a au-delà des subventions qui existent aujourd'hui, je crois que c'est après 1 million d'euros que donne l'ADEME. Au-delà de ça, je crois qu'il y a une fonction que moi j'appelle l'essaimage. Alors pourquoi l'essaimage? Il ne suffit pas de partager, enfin je l'ai vécu 1000 fois en tant qu'élu local, il ne suffit pas de partager les bonnes pratiques pour que ça marche et pour que ça se diffuse. Vous avez plein de livrets des bonnes pratiques, très bien, vous lisez ça, mais ça ne suffit pas. L'essaimage, pour moi, c'est identifier les bonnes pratiques, essayer de les modéliser, entre guillemets, de les porter sur d'autres territoires qui sont susceptibles où elles sont susceptibles de fonctionner, et de travailler avec les élus territoriaux pour voir si cette bonne pratique peut être dupliquée, peut être adaptée, peut être transposée. Cette fonction d'essaimage, là pour le coup, vu que l'ADEME a des experts extrêmement pointus dans le domaine et en prise directe avec tous les territoires, là je pense qu'il y a une fonction que j'appelle essaimage, ce serait peut-être un peu trop long, Monsieur le Président, pour élaborer sur le sujet, mais à votre disposition pour en parler. Monsieur le sénateur Houllegatte, on parlait du tiers de confiance, on parlait du gaz et de GRDF. Alors évidemment, c'est le monde du gaz, j'en viens. J'ai vécu aussi la transformation de ce monde, comme je le disais tout à l'heure, notamment avec le biométhane. À l'époque, GRDF était sur une logique de dire il faut que 30% de notre réseau soit alimenté par du gaz vert et du biométhane. Sur les thématiques de biométhane, aujourd'hui on en est loin de ces 30%, je crois. Il y a aussi des sujets d'hydrogène qu'on peut injecter. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est pas moi qui vais décider, et c'est pas le président de l'ADEME qui décide, si vous me confiez cette responsabilité, qui décide du mix énergétique en France. Cela dit, on a des actifs, et le réseau, la capillarité du réseau de gaz est un actif important. Et je crois que la vraie question, c'est comment on fait en sorte que cet actif soit valorisé, que ce soit avec des injections d'hydrogène, que ce soit avec des injections massives de gaz vert. J'ai vu dans le Grand Est, qui est la région leader en biométhane aujourd'hui, la difficulté. J'avais vécu à l'époque 3 projets de biométhane. Un avait échoué pour cause d'acceptabilité citoyenne, parce que les gens avaient manifesté contre le projet qui dégradait le paysage, et ils avaient très peur des intrants qu'on y mettrait, et 2 qui ont réussi. Et il y avait à peu près 400 projets à l'époque, il y en a à peu près la moitié qui ont abouti. J'attire votre attention sur le fait que ces projets de biométhane mettent 2 fois plus longtemps à réaliser qu'en Allemagne, et qu'ils aboutissent 2 fois moins. Donc je pense qu'on a des sujets aussi dans la façon, alors le législateur a fait évoluer beaucoup de choses positivement, mais il faut qu'on en soit conscient. On ne peut pas se permettre d'être 2 fois plus long pour un porteur de projet, agriculteur ou élu local d'un projet de biométhane, d'être 2 fois plus long que de l'autre côté du Rhin. Alors je prends cet exemple parce que
j'habite tout près de la frontière et que je connais et qu'on échange avec les collègues allemands. Mais voilà, il faut qu'on arrive à s'inspirer sur ces bonnes pratiques-là. Le législateur a beaucoup amélioré la situation depuis. Donc voilà, sur l'avenir du gaz, je pense qu'il faut trouver les bonnes solutions pour valoriser cet actif. Et moi, je crois que le biométhane et l'hydrogène sont des éléments à vraiment considérer. Sur l'indépendance, monsieur le sénateur Jacquier, ça, je crois que je ne pourrais pas vous convaincre avec mes mots. Et c'est mon parcours qui plaidera pour moi. Échanger avec les gens avec qui j'ai travaillé, pour savoir si j'ai une éthique, une posture, le courage aussi de faire mes choix, de les faire en indépendance et de faire ce que je pense est juste. J'ai l'impression que toutes les expériences de la vie que j'ai pu avoir, que j'ai eu la chance d'avoir dans mon parcours, sont aujourd'hui arrivées au point où je pense qu'elles prennent sens au regard de la responsabilité à laquelle je postule. Après, mon parcours, mon éthique, ce n'est pas moi qui vais pouvoir vous convaincre au travers de quelques phrases, mais je vous invite à échanger avec ceux avec qui j'ai pu travailler dans ma vie, ceux avec qui j'ai pu échanger, parce que c'est une éthique personnelle dont, évidemment, que j'apporterai avec moi et que je voudrais poursuivre. Je suis conscient de cette indépendance, et lorsque je dis l'ADEME tiers de confiance, c'est ça que je veux mettre en œuvre. C'est ça que je veux mettre en œuvre. Quand la presse fait un gros titre sur le président de l'ADEME est pour ou contre le nucléaire, ça part du postulat que l'opinion personnelle sur tel ou tel sujet, je prends le nucléaire, ça peut être le gaz, que l'opinion personnelle du président va impacter les études que l'ADEME va fournir aux décideurs publics. Non, il faut une intégrité intellectuelle, ce que vous appeliez indépendance, en tout cas une honnêteté intellectuelle dans les analyses qui seront faites. Et en tout cas, moi, je ne pourrais pas vous convaincre, et c'est plus mon parcours et mon éthique personnelle qui, j'espère, pourront le faire si vous échangez avec des gens qui m'ont côtoyé. Je voudrais enfin répondre sur le point d'outils simples et de la façon dont on peut travailler sur la sobriété au niveau local. Et vous m'interrogiez sur, vous espérez que mon engagement sur les DR vis-à-vis des parlementaires soit respecté. Mais moi, ce que je vous propose, Monsieur le Président, si vous me confiez cette responsabilité, c'est que je sois là dans un an, enfin, ou avant, bien sûr, mais au plus tard dans un an, que je vous interroge et que je vous pose la question. Et j'aurai avec moi, parce que ce ne sera pas une option pour les directeurs régionaux de contacter et d'organiser ces sessions assez approfondies de rencontres avec les parlementaires, et j'aurai avec moi, en tout cas c'est l'engagement que je prends, ce n'est pas une idée, c'est un engagement, j'aurai avec moi toutes les réunions, les dates, la réalité de ces réunions. En tout cas, je pense que ce chaînon manquant est préjudiciable, parce que comme vous l'avez tous dit, les liens entre l'ADEME et les parlementaires, et on parlait d'indépendance, monsieur le sénateur, le lien qu'on construira avec le Parlement, il est essentiel. Il est bien sûr essentiel ici à Paris, mais il est essentiel aussi sur les territoires. Et la raison pour laquelle je pense que ces réunions sont importantes, ce n'est pas uniquement pour vous faire plaisir, c'est parce que je suis persuadé que c'est par ce lien-là que les parlementaires enrichiront les textes de loi qu'ils porteront, décideront mieux des budgets qu'ils alloueront, et que c'est le chaînon manquant aujourd'hui sur ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'au travers de votre vote, je pense aujourd'hui, bien sûr, je souhaite être élu, vous aurez compris ma motivation pour cette belle mission. Mais je crois qu'il y a aussi un message, que ma candidature n'est pas partisane, et que mon parcours, quand j'ai été vice-président de l'Assemblée, par exemple, l'a démontré. Que la seule loi que j'ai écrite et portée, dont j'ai été le rapporteur, a été votée en première lecture à l'Assemblée à l'unanimité. Voilà, donc cette logique de dire on doit créer ce chaînon manquant, on doit solidifier, on doit, en toute transparence, avec nos problèmes, avec nos enjeux de recrutement, évidemment, quand je dis que la richesse numéro 1 de l'ADEME, c'est les femmes et les hommes qui travaillent, ce n'est pas pour dire qu'on peut prendre des intérimaires pendant 3 semaines pour combler un vide. Ce n'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on peut construire des relations de confiance. Donc je crois que ce lien, il est tout autant utile à vous qu'il l'est à l'ADEME, pour que vous puissiez être puis-je me permettre de le dire, les avocats au sein du Parlement, au sein de la puissance publique, de l'efficacité et de la compétence que les femmes et les hommes de l'ADEME apportent au quotidien au territoire. Voilà, j'espère avoir répondu. Madame Varias, peut-être pour conclure, d'abord vous remercier pour vos mots. Je pense avoir répondu à l'ensemble des points
notamment que vous avez pu mentionner. L'exemple était extrêmement parlant sur les aides de l'ADEME. Privilégier le recrutement, j'en ai vraiment parlé, et le côté pérenne, et conclure donc en vous remerciant pour les paroles que vous avez prononcées à mon endroit. Je vous remercie. Merci. On va libérer le candidat. Mes chers collègues, Martha de Cidrac, le rapporteur, va vous appeler dans l'ordre alphabétique et vous irez voter là-bas. Et moi, pendant ce temps-là, je raccompagne le candidat. Merci pour votre prestation. Merci pour vos explications. Merci,